J'ai envie avec vous ce soir, on parle beaucoup d'électrification, mais de revenir un peu en arrière, aller un peu dans l'histoire. Ce véhicule, c'est une voiture qui a été construite en 1899, et c'est avec ce véhicule que pour la première fois de l'histoire de l'humanité, on a dépassé le mur des 100 km/h. Donc avant, on n'avait jamais atteint cette vitesse, et cette voiture, c'était pas une voiture qui fonctionnait avec du fuel, hein. C'était une voiture électrique. Donc on voit que ça fait longtemps qu'on fait des choses assez incroyables grâce à l'électricité, qu'on pense qu'on va toujours réinventer la roue. Et puis, une autre aventure extraordinaire, Apollo 16, Charlie Duke, première fois qu'on se déplace sur une autre planète. On a oublié cette aventure assez incroyable, on l'a déjà fait. Et ben, c'était aussi avec une voiture électrique. Impossible sur la Lune, sans atmosphère, de faire fonctionner un moteur à combustion. Et puis, ma première grande aventure, on a fait le tour du monde avec un bateau solaire et donc électrique. On était les premiers à faire le tour du monde, à traverser les océans Atlantique, Pacifique et l'océan Indien. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question pourquoi on n'a pas encore de bateau électrique ni solaire sur le lac de Neuchâtel, qu'on voit les distances. À mon avis, ce serait tout à fait possible. Et j'ai ramené quelques images de ce tour du monde incroyable qu'on a fait entre 2010 et 2012 au départ de Monaco. Cette photo, c'est un lever de terre. C'est la photo qui a été prise de la Terre pour la première fois qu'on a tourné autour de la Lune, sur Apollo 8. Et c'est là qu'on voit peut-être la fragilité de notre planète. Ce cliché, il a changé vraiment, une prise de conscience quand même à ce moment-là. Mais il faut se rapprocher un petit peu pour voir qu'en fin de compte, on vit sur une planète avec une atmosphère qui est relativement fine, de l'ordre de quelques kilomètres. Et puis c'est notre atmosphère. Donc mon combat à moi, c'est vraiment le climat. Pourquoi? Parce que pour moi, l'atmosphère, le climat, c'est vraiment le contenant de tout ce qu'il y a sur cette planète. Si on échoue dans la protection du climat, ce qui contient absolument toute forme de vie sur Terre, tous les autres combats seront quasiment inutiles. La protection de la biodiversité, des océans, du droit des femmes, tout ça, ça n'aura plus aucun sens. S'il n'y a plus de contenant, tout va s'arrêter. Et donc c'est vraiment mon combat, parce que pour moi, c'est le combat le plus important, celui sur lequel on n'a pas le droit d'échouer. Si vous pouvez juste revenir en arrière, vu que je sais, vous avez... Voilà. Et donc, depuis 1950, période où c'est que tout a commencé à s'accélérer en termes énergétiques, et bien depuis 1950, le 80% de l'énergie qu'on consomme, c'est de l'énergie fossile. Du pétrole, du gaz et beaucoup de charbon, malheureusement. Il faut savoir qu'on consomme 300 tonnes de produits fossiles par seconde. C'est ce qu'on brûle chaque seconde. 300 tonnes, 300 tonnes, 300 tonnes. Dont 180 tonnes de charbon, qui est la pire des énergies sur Terre, comme vous le savez, celle qui produit le plus de CO2. Et tout ça, ça a un effet, c'est un effet sur le CO2.
Donc aujourd'hui, moi je suis des années 70, 1972, il y avait à peu près, on était un peu plus de 300 ppm de CO2 dans l'atmosphère, donc de particules par million par mètre cube, et maintenant on dépasse les 400. Probablement que cet hiver, c'est mesuré en général le 31 décembre, la référence à Hawaï, on va dépasser les 420. 500, c'est la limite qu'on ne devrait jamais dépasser. Donc on voit qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Hein. La stratégie énergétique 2050 et la protection du climat et l'équilibre en termes de CO2, c'est 2050. C'est justement par rapport à ces 500 ppm qu'on ne devrait jamais dépasser. Mais il y a une bonne nouvelle quand même. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est est-ce que c'est possible d'arrêter de brûler ces 300 tonnes de produits fossiles par seconde et les remplacer par autre chose, en l'occurrence des énergies renouvelables. Et si on regarde un peu dans le potentiel de l'énergie renouvelable, ben on voit qu'on a des potentiels qui sont assez intéressants. Hein. La force marémotrice en 2 et 4 TW, hein, donc ça c'est l'énergie qu'on arrive à produire en temps réel. Le vent, 2 et 4 TW, la géothermie, 12 TW, la biomasse, intéressant, 5 à 7 TW. L'hydraulique, il reste à peu près 1 TW. Mais regardez, mesdames, messieurs, le potentiel solaire, 600 TW. Alors qu'en 2050, nos besoins, pour toute l'humanité, ce sera de 33 TW. Même pas 2050, 2100 en l'occurrence, 14 TW pour 2050. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, mesdames, messieurs. De basculer des énergies fossiles aux énergies renouvelables, il n'y a pas de limite physique. On a assez d'énergies renouvelables. Et la meilleure des énergies, elles sont toutes bien importantes, mais la meilleure des énergies, c'est l'énergie solaire. Vous avez vu 600 TW de potentiel. Mais maintenant, si on parle en termes de coûts, j'ai envie de partager vraiment quelque chose avec vous, parce que c'est extrêmement intéressant, c'est de regarder un peu l'histoire des coûts des énergies. Et là, si vous regardez le prix des énergies non renouvelables, entre le moment où c'est qu'on commence à les exploiter et jusqu'à aujourd'hui, hein, si on regarde un peu l'évolution dans le temps, eh bien, on voit que toutes les énergies non renouvelables, leur prix est soit stable pour le charbon, soit leur prix ne fait qu'augmenter. Avec le temps, les énergies non renouvelables, y compris l'énergie nucléaire, soit il est stable, soit il augmente. Alors que pour les énergies renouvelables, c'est tout le contraire. Elles sont plus chères au départ, bien sûr, il y a un seuil technique qu'il faut atteindre, il y a la technologie, mais avec le temps, les énergies renouvelables, elles sont de moins en moins chères. Alors qu'il y a des gens qui veulent faire des centrales nucléaires, je vous interroge, est-ce que ça vaut vraiment la peine qu'on voit que les énergies renouvelables sont de moins en moins chères et que les énergies non renouvelables, y compris le nucléaire, ne font qu'augmenter. Si on fait une centrale nucléaire maintenant, elle sera peut-être en service dans 15 ans, et où en sera le prix de l'énergie dans 15 ans? Voilà, ça c'est l'ensoleillement. Cette année, ça va être une année incroyable en termes d'ensoleillement, donc il a fait effectivement très chaud. Ça c'est bien sûr le changement climatique, on est en train de les vivre. Mais c'est aussi un avantage. On va produire en Suisse cette année probablement autant d'énergie que dans le sud de l'Europe, donc en Espagne ou au Portugal. Donc on voit que finalement, le réchauffement climatique, ben, ça a un avantage. Pour la production d'énergie solaire, ça va l'augmenter, y compris chez nous, ici en Suisse. Et puis finalement, ça devient l'énergie. Aujourd'hui, l'énergie solaire, c'est l'énergie la moins chère de l'histoire de l'humanité. On est à peu près à 2 centimes d'euros le kilowattheure sur des grandes centrales solaires au sud de l'Europe. Les pronostics, c'est qu'en 2030, on sera à 1 centime. Alors on peut quand même s'interroger, parce qu'on peut se dire qu'à 1 centime, on aura de l'énergie quasiment gratuite. Donc là, c'est sous forme fatale, hein, bien sûr. S'il faut la consommer à un autre moment qu'au moment où on la produit, il y a du stockage, ça la rend un peu plus cher, mais sous forme fatale, 1 centime le kilowattheure, c'est quasiment gratuite. Donc peut-être que dans 20 ans, on aura d'autres problèmes. Donc l'énergie solaire, voilà, il y a plein de possibilités. Il y a bien sûr, comme ce Conseil d'État l'a expliqué, les bâtiments. Il y a à peu près, si on continue à ce rythme, en Suisse, j'ai regardé 250 ans pour couvrir tous les toits des bâtiments. Quand on est à Neuchâtel, j'ai fait un petit calcul, on est à 300 ans, il faut qu'on s'améliore. Donc on peut améliorer les choses, hein, parce que sinon, c'est un peu dommage de ne pas utiliser ce potentiel solaire. Mais il y a plein d'autres choses qu'on peut faire. Vous savez qu'il y a un projet d'ailleurs neuchâtelois, mais qui sera fait en Valais, de couvrir les autoroutes. Hein. Il faut couvrir les zones qui ont déjà été bétonnées. On ne va pas miner des sols. Il y a les rails de chemin de fer. Vous avez d'autres solutions qui sont intéressantes pour justement compenser la question du trou hivernal. Si la personne qui est à la direction des slides peut peut-être avancer le slide suivant, merci. Voilà, vous savez qu'on va avoir ce trou hivernal. Hein. Ça, c'est vrai que c'est un vrai défi. Il faudra qu'on produise
un maximum d'énergie en hiver, c'est là où c'est qu'on a un besoin de consommation le plus important, puis c'est là où avec le solaire on produit le moins. Il y a des solutions en montagne, comme sur les barrages, en mettant des panneaux solaires verticaux. Il faut savoir que la Confédération, vous avez vu, le monsieur le conseiller d'État vous en a parlé avant, il y a une rétribution unique de Pronovo. Il faut savoir que depuis maintenant quelques mois, si vous mettez des panneaux solaires verticaux, donc en façade, la prime qu'on va recevoir, la subvention sera plus importante, justement pour essayer de compenser ce manque hivernal. Mais à ce sujet, j'aimerais quand même vous montrer quelque chose, pas assez important. Souvent, je suis invité dans des conférences de pros éoliens qui pensent que, vu que je suis un fou de l'énergie solaire, que je pense qu'on peut tout faire uniquement avec l'énergie solaire. Il faut rester pragmatique. Vous voyez, là, c'est la production de 2017 et 2018. Production d'énergie solaire, vous avez la consommation aussi, et vous voyez que bien sûr, lorsqu'on consomme le plus d'énergie, c'est là où on a une consommation faible en termes d'énergie solaire, et finalement, notre chance, c'est l'éolien. L'éolien, lui, produit plus en hiver, donc malheureusement, mesdames, messieurs, si on veut mettre beaucoup de solaire, ça c'est quelque chose qui est extrêmement efficace, et du point de vue de l'environnement, et du point de vue économique, mais il faut aussi mettre des éoliennes. On n'a pas le choix de mettre des éoliennes si on veut vraiment, surtout lorsqu'on est ici en Suisse, éloigné de l'équateur. Sur l'équateur, ce serait un peu différent, mais lorsqu'on s'éloigne de l'équateur, il y a ce trou hivernal qu'il faut compenser. Au début de nos aventures, ce qu'on essayait de faire, c'est de vraiment démontrer le potentiel de l'électricité, de l'énergie solaire, de montrer ce qu'on pouvait réaliser grâce à ces technologies. Aujourd'hui, je pense que les temps changent, et ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est vraiment de faire rêver les jeunes. Je vois une salle qui est assez bien remplie, mais si on essaye de mesurer l'âge moyen de cette salle, j'ai peur qu'elle soit assez élevée quand même, excusez-moi. Il faut sensibiliser les jeunes. Mettez-vous à la place d'un jeune aujourd'hui, un adolescent qui a 15 ans, qui se dira qu'il ne pourra peut-être plus faire de ski, qui ne pourra pas prendre l'avion, qui ne pourra pas y découvrir l'Amérique du Sud, qui ne pourra pas faire de ski nautique, qui ne pourra peut-être pas faire du parachutisme, qui ne pourra plus avoir de voiture. Il doit se dire, finalement, tout est fini, ça n'a aucun intérêt. Il faut leur montrer aux jeunes d'aujourd'hui et de demain que dans le monde de demain, on pourra toujours faire des choses qui, du point de vue de nos besoins vitaux, sont inutiles, mais on le fera beaucoup mieux. On le fera avec l'énergie qu'on produira sur place, des cycles courts, les énergies renouvelables. On aura électrifié notre monde. Alors, il y aura peut-être plus de conscience. On ne prendra pas peut-être 10 fois l'avion dans la semaine pour aller chaque jour ailleurs dans une autre capitale en Europe, mais on pourra toujours faire ces choses. Si on veut pouvoir changer, il faut que les jeunes adhèrent à ces changements. Il faut leur donner envie de changer. Et aujourd'hui, je pense, c'est ce qu'on essaie de faire avec nos différentes aventures, avec Solar Stratos, où des fois on fait des trucs, il y a des gens qui se disent « mais ça sert à rien ». Est-ce que, on va y arriver avec cette télécommande, est-ce que de sauter en wingsuit depuis un avion solaire, c'est utile? Ben non, c'est totalement inutile. Si ce n'est que ça fait rêver les jeunes. Les messages qu'on reçoit lorsqu'on fait ce genre d'événement, c'est assez extraordinaire. On a un jeune qui nous suit, qui veut être ingénieur aéronautique solaire et qui a cassé sa tirelire pour nous aider. Pour moi, ça, c'est un signe super positif. Et ça, c'est la dernière aventure qu'on a réalisée cette année avec Géraldine Fasnacht à Verbier. Donc, on a déjà fait un truc assez incroyable. On a décollé de Payerne, ça c'était peu avant pour s'entraîner. On est venu poser à la chaux de fond. J'ai pu sauter à la chaux de fond, s'entraîner. C'est probablement la première fois qu'un avion solaire posé dans le canton de Neuchâtel, mais aussi sur un aéroport à 1000 mètres d'altitude. Et peu après, on est à Verbier, dans les Alpes. Et on a fait 2 premières mondiales. Premier saut en wingsuit depuis un avion électrique et premier vol en wingsuit solaire avec Géraldine. Ok, pour
Bon, vous avez les logos, hein, j'ai une bonne nouvelle pour vous, parce qu'on a la chance d'avoir et la ville de Neuchâtel et le canton de Neuchâtel qui nous soutient, qui sont nos partenaires. Donc vu que vous payez tous ces impôts, je pense, avec beaucoup de plaisir, vous en aurez encore plus, parce que vous êtes tous un petit peu nos sponsors. Il y a aussi Viteos, voilà, donc je pense qu'on a beaucoup de chance d'avoir ce soutien. Merci Laurent, merci Mauro, voilà, sans vous, ce genre de projet, on a besoin de soutien, et sans vous, ce serait bien sûr impossible. Moi, ce que j'aimerais vous dire, mesdames, messieurs, c'est qu'on est face à vraiment des difficultés, du point de vue, bien sûr, de l'énergie, mais surtout du climat. Et ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est une chance. Je vous rappelle quand même que l'année passée, il y a un peu plus d'1 an, on a refusé une loi pour protéger le climat. Ça, pour moi, c'était un choc. Donc même si aujourd'hui, je pense que les choses seraient différentes, cette transition énergétique qu'on doit faire, c'est pour nous une chance en termes d'autonomie, du point de vue géopolitique. On dépense aujourd'hui 1,2 milliard par mois pour acheter du pétrole en Arabie Saoudite et du gaz en Russie. Cet argent, on peut le dépenser ici, localement. Devenir indépendant du point de vue énergétique, je pense que c'est une chance, bien sûr pour le climat, mais aussi pour notre économie et pour notre autonomie aussi, je dirais, politique, qu'on voit la situation dans le monde dans lequel on évolue. Donc, je ne vais pas terminer cette présentation par merci, mais par s'il vous plaît, et bonne chance. Raphaël, un très très grand merci. Ça nous a vraiment impressionné, et surtout aussi ce que tu as dit pour les jeunes. Hein. Moi, je pense que ça, c'est très très important. Aussi dans le secteur énergétique, dans le secteur du climat, il nous manque des ressources humaines. Il nous manque des gens qui positionnent ces panneaux solaires sur les toits aussi. On n'en a pas assez. Donc ça, c'est vraiment un problème. Hein. Il y a aussi de nouvelles formations qui commencent l'année prochaine. Mais dis-moi, juste 2 petites questions. L'aviation solaire, est-ce que c'est quelque chose pour monsieur et madame Suisse dans le futur? Est-ce un loisir ou c'est quelque chose, ça reste un rêve pour quelques éco-explorateurs? Alors, l'aviation solaire, oui, ça va rester quelque chose, on va dire un marché de niche. Hein, on ne va pas se déplacer avec des avions solaires dans le futur. Par contre, l'aviation électrique, hein, comme la voiture électrique, ça, je pense que ça a un véritable avenir. Aujourd'hui, il y a des avions électriques commerciaux, on peut faire sa formation de pilote en avion électrique avec très peu d'impact. Et puis l'aviation du futur, ce sera avec de l'hydrogène qu'on va produire avec de l'énergie solaire. Donc on se déplacera grâce à l'énergie solaire, mais pas avec des cellules solaires sur les ailes. Mais on pourra se déplacer en avion, je pense, d'ici 2050, sans émettre de gaz à effet de serre. Mais restons pragmatiques aussi. Hein. L'aviation, c'est 3-4% du CO2 sur Terre. On en a parlé, le bâtiment, c'est ce qu'il y a de plus important. 50% du CO2 sur Terre, 18 milliards de tonnes de CO2. Puis c'est là où c'est le plus simple à arrêter, finalement, de brûler du pétrole ou même de climatiser avec l'électricité qu'on a produit avec du charbon. Donc il faut commencer vraiment cette transition, il faut rester pragmatique, ne soyons pas dans l'idéologie. S'il n'y a plus que l'aviation qui produit du CO2 sur Terre, on aura déjà, je pense, à mon avis, on aura réussi notre défi. Je te remercie infiniment. S'il vous plaît, je pense qu'on peut l'applaudir.